Je suis très inquiète par rapport à cette QPC qui m'empêche de dormir. Donc je vais, pour en revenir sur mon inquiétude, moi j'ai été prostituée pendant 22 ans, pour ceux qui ne le savent pas. Je suis tombée dans la prostitution à un âge déjà avancé, puisque j'allais avoir 32 ans et c'est en 88. J'y suis rentrée pour 15 jours, 3 semaines, 1 mois, le temps de régler des factures que je ne pouvais pas payer. Puis je me suis dit, oh c'est rien, je suis une femme libre. L'indépendance, vous savez, quand on est une femme libre, c'est un bonheur sans fin. Et puis, 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, 10 ans, 20 ans. Là, vous vous dites, de cette liberté, j'en ai quand même profité. Et c'est vrai que je suis rentrée en tant que femme libre, mais réfléchie. Et puis d'abord, c'était mon choix. Et de ce choix-là, il ne fallait pas que quelqu'un vienne m'en dire le contraire. Donc, bon, j'avançais tant bien que mal dans ma situation de personne prostituée. Puis je me suis mariée, j'ai eu des enfants, et puis en 99, il s'est passé un événement qui m'a obligée de réfléchir. C'est-à-dire que j'étais assise, j'avais installé un petit salon de massage avec une chambre pour masser, un lit c'est mieux, puis un petit bureau pour avoir l'impression d'exister où je bouquinais, et j'étais assise là toute seule. J'ai eu l'impression d'être au-dessus de mon corps, entre le ciel et la terre, entre la vie et la mort. Et je me suis dit, là, il y a un truc, j'ai quitté ma maison. C'est la réaction que j'ai eue, comme si on était en train de divorcer l'un et l'autre. Et ma première réaction, vu que je vivais quand même un événement surnaturel, ça n'a pas été d'appeler un médecin, mais d'appeler une voyante. Moi qui ne suis absolument pas croyante, ça m'a paru tellement surnaturel que je l'ai fait. Et puis je suis partie donc voir cette femme qui pendant longtemps on a discuté. Je suis arrivée à 14 h, je suis repartie à 8 h, vous voyez, donc on a vraiment eu le temps. Elle m'a bien expliqué que ce que j'étais en train de vivre était le résultat de violences successives. Mais comme j'étais une femme libre et indépendante, cette violence dont elle me parlait, je ne pouvais pas, moi, la ressentir. Parce que j'étais entre l'un et l'autre. Une me disait, tu as vécu de violences répétées. Et moi, la femme que j'étais, je me disais, et je ne vis pas de violence, j'ai fait ce choix-là. Et puis bon, je suis rentrée à mon salon. Puis je me suis dit, effectivement, il y a peut-être certainement un truc qui ne va pas. Donc à partir de maintenant, je vais faire le chemin arrière de ma vie. Je vais retourner à ma naissance et je vais évoluer petit à petit dans les événements de ma vie, et ceux où je vais bloquer, qui vont me laisser la gorge nouée ou les larmes couler, je m'arrêterai là et ça sera du rouge. Donc je suis là avec un frère jumeau. Bon, j'ai vécu 9 ans avec ma maman, mes frères, mes sœurs. Tout va bien, des histoires de gosses sans importance. Et première chose qui me noue la gorge, c'est quand on me parle, quand l'image de ce kidnapping, parce que j'ai été kidnappée par mon père sur autorisation de la justice, et avec le concours des services sociaux et d'un huissier. Donc vous savez, à l'époque, c'était quand même extrêmement violent. Il existe encore, vous savez, ces fameux paniers à salade. Alors, imaginez-vous la scène, on est en train de jouer, il nous ramasse, on a 9 ans, mon plus grand frère a 11 mois de plus que moi. On nous fout dans ce fourgon à salade, on ferme la porte, et on vous emmène à la gendarmerie, où là, on vous met en cellule, parce que 3 gosses qui ne savent pas où ils vont, ben, ils se débattent. Donc, on nous a séquestrés en cellule, le temps de faire les papiers administratifs, et assez vite pour ne pas que ma mère arrive, parce que ma mère, on l'avait envoyée ailleurs,
Et du jour au lendemain, on vous fout dans une voiture, alors, vous vous retrouvez dans un panier à salade, à la gendarmerie, dans une voiture avec un homme qu'on ne connaît pas, parce que mon père était militaire de carrière. Et voilà, votre vie, elle est comme ça. Et vous faites 6 heures de voiture, et vous vous retrouvez dans une ferme au milieu des bois, avec une autre maman, une autre sœur, un père que vous ne connaissez pas. Puis il y a des animaux, il y a des champs, il y a des bois. Moi, les bois, je les connaissais, mais en tant que gamine, quand je partais sur la carrière, comme on disait, faire les cons entre frères et sœurs. Puis bon, là, je me dis, effectivement, c'est un marqué en rouge. Il y a quelque chose qui ne va pas, d'autant plus que je n'arrive pas à me rappeler. Je vais chercher dans mon passé ce qui s'est passé jusqu'à mes 9 ans. Il y a beaucoup de choses qui ont disparu de mon esprit. Et je me rendrai compte bien plus longtemps après, parce que en discutant avec mes frères, mes soeurs et mes cousines qui m'ont dit « t'es à côté de la plaque, c'est pas ça ». Et puis bon, j'avance, donc je continue à chercher. Et mon père, donc on recommence notre vie d'enfant, si on peut dire. Et mon père, qui a normalement l'obligation de protection, mais qui a demandé notre garde, parce que ma mère était une pute, vu qu'elle l'avait trompé. Cet homme-là, qui doit nous protéger de la pute, s'était marié avec une prostituée. Mais ça, je le saurais bien des années après. Et donc, il avait épousé une prostituée qui était dans les bars à champagne à Nantes. Bon, et il buvait énormément, mon père. Mon père avait souffert beaucoup de la guerre, il était alcoolique. Il faisait un petit peu tout et n'importe quoi, et puis il avait du mal à tenir debout lui-même. Donc, et il nous envoyait en vacances chez un oncle, le tonton Louis. Et donc, on arrivait tous comme des enfants qu'on était chez cet homme. Et cet homme était un pédocriminel et il a abusé de moi, comme pratiquement tous les enfants de la famille. Et ça, c'est pareil, c'est après que je le saurai, après une enquête longue, après avoir été voir mes cousins, mes cousines et en avoir discuté. Donc, j'ai 2 événements, c'est quand même énorme. Bon, je continue à avancer. Oh, le petit truc, mais ça ne m'empêche pas de respirer. J'avance. Et puis mon père fait une cure et il a un copain qui fait une cure en même temps. Il le ramène à la maison. Et cet homme-là arrive chez mon père. Alors, ils sortent de cure, mais ils sont quand même avec un litron de rouge à refaire le monde. C'est un métier après. Hein. Et cet homme-là vient et abuse de moi. Il a 42 ans. Il s'appelle Henri Geoffrey. Et il est maçon. Donc il vient faire les travaux chez mon père. Les travaux qu'il ne fait pas, parce que bien évidemment c'est compliqué. Et pendant 1 an, il abuse de moi. Il me viole, on va dire. Mais à côté, il me ramène un appareil photo. Il me donne à l'époque, je ne sais plus comment parler dans ce temps-là, de l'argent. Il y a eu 5 francs, il y a eu les euros, bon. L'équivalent d'une pièce. Et puis, c'est une robe. Mais je n'ai absolument pas conscience de ce qui se passe. Parce que j'arrive à oublier cet homme quand il s'en va. Je sais qu'il va revenir. Et je sais qu'il est parti. Et je me réfugie en tant que petite fille, parce que j'étais jeune, hein, j'avais pas 16 ans, dans le monde des animaux, que j'ai toujours gardé d'ailleurs. Donc on a des chèvres, on a des poules, je veux les voir, et eux me protègent. Et puis, mon père et ma belle-mère décident de me marier avec cet homme, fin août. Donc je dis là, c'est pas possible, je ne vais pas me marier avec cet homme. Et je fuis. Donc je fugue de chez mon père. J'arrive chez ma mère, mais je ne trouve plus ma mère, elle n'habitait plus où elle était 7 ans avant. Je m'en vais chez la sœur de ma grand-mère.
qui me ramène à ma mère, mais je ne trouve plus ma place. Ma mère a vieilli, mes frères et mes sœurs ont grandi, 2 autres enfants sont arrivés, donc c'est très compliqué, je n'arrive pas à trouver cette stabilité que j'aurais pu trouver, mais c'est pas possible. Et donc je refugue quelques mois après de chez ma mère pour retourner chez mon père. Et quand j'arrive à la porte de chez mon père, je ne peux pas rentrer, je ne peux pas passer le cap. C'est pas possible, il y a quelque chose qui me bloque. Donc je continue ma route et je me dis je vais partir sur Paris. Et donc mon père habitait à Saint-Gervais-les-Trois-Clochers, un petit village à côté de Poitiers, Châtellerault. Donc Châtellerault, Tours, je prends l'autoroute à Tours, je fais du stop à Tours et je suis prise en voiture par une grosse berline blanche avec 2 hommes au volant. Et Tours, Paris, il y a à peu près 2h30, 3 heures de route. Vu qu'on allait à l'intérieur de Paris, c'était encore pire. Et je leur livre à ces hommes toute ma vie. Je leur dis que je suis en fugue, que j'ai été abusée, que mon père m'a kidnappée, que j'ai pas vu ma mère, qu'avec ma mère ça va pas. Je leur donne toutes les armes pour mieux m'enfoncer. Et donc on arrive, un se dit amoureux de moi, on arrive dans un endroit, il se propose de m'héberger, il m'héberge. Et puis, un matin, se dit amoureux de moi. Et moi, je ne sais plus dire non. Le non, pour moi, n'existe plus. Je l'ai retiré de mon vocabulaire. Et je fais les choses automatiquement. Si on me dit, je dois, donc j'accepte. Et puis, pendant une journée, il m'achète une paire de chaussures, une robe. On m'amène au restaurant, on me présente à des amis, on m'échange avec des amis, des hommes, des femmes, des couples. Et ça dure comme ça, mais mon cerveau ne tilte pas. C'est-à-dire que je suis devenue un automate, une poupée qu'on manipule. Et au bout de 15 jours, un des rabatteurs, parce que dans la prostitution il y a des rabatteurs, donc des hommes qui sont censés repérer les jeunes filles en situation de fragilité, qui sont ramenés dans les réseaux, et moyennant un billet de banque, à l'époque c'était l'équivalent d'un Pascal. Et donc cet homme-là arrive, il me regarde dans les yeux une journée où il n'y avait que moi, il me dit écoute, je suis tombée amoureux de toi, tu me suis, on est ensemble, tu restes là, tu iras dans la rue Saint-Denis. Le choix était vite fait, de toute façon je ne savais pas dire non. Donc j'ai suivi cet homme comme j'aurais pu rester avec les 2 autres. Mais voilà, j'ai suivi cet homme, on s'est mariés, on a eu 3 enfants. Le nom, je ne l'avais toujours pas appris. Mais cet homme-là qui m'avait connue dans cette situation, c'était le fil en fait. J'étais sur une corde qui était prête à péter à tout moment. Parce que tant qu'il était dans ma vie, bien évidemment que je n'étais pas sortie complètement du danger. Et au mois de janvier 88, je décide de divorcer, après avoir eu un visage bien amoché. Je perds mon emploi au mois de février, et au mois de mars, je tombe dans la prostitution. Et quand je vais dans ce bar, je sais où je vais. J'y vais consciemment, comme je suis une femme libre et que de cette liberté je tiens à en profiter, ben j'y vais. Sans prendre conscience qu'en fait, c'est le piège, c'est l'étau qui se referme sur moi. Cette liberté, je ne l'ai jamais eue. Et puis, ça je l'ai compris, voilà, je suis dans la prostitution, je sais pourquoi j'y suis, et je ne sais toujours pas pourquoi j'y reste. Est-ce que j'y reste? J'ai toutes les causes, donc je sais que je ne suis pas prostituée volontaire ni libre, mais que ma construction a fait que, mais j'y reste. Et à force de réflexion, vous savez, on pense beaucoup dans la prostitution. On a le temps, on marche, on pense.
on réfléchit. Et là, je me rends compte qu'en fait, il y a un problème avec l'argent. La peur de l'argent, la peur de ne plus en avoir. La peur du lendemain, la peur du vide, la peur du frigo vide, la peur de perdre son appartement, de se retrouver à la rue, d'être... Et puis je me lève un matin, on est au mois d'octobre, je fais comme d'habitude, café, douche, habit, mon manteau, mon fils est assis là, la télé est là. Comme si quelque chose s'était ouvert dans mon cerveau. J'enlève tout et je le regarde, je me dis mais, bah non, c'est fini. Et il me regarde, il me dit c'est fini quoi? Je travaille plus. Et là il est resté sidéré. Et sidéré parce qu'il n'avait jamais, en fait, comprise. Je le saurais bien après, il avait tout compris de ce que je faisais. On avançait petit à petit comme des canards boiteux, mais on y arrivait. Donc cette journée-là, pour lui aussi, ça a été un réveil en soi. Et le temps a passé, j'ai dormi énormément. Alors, on se plaît à dire avec Claire Kidet quand même, qu'on a été des adversaires sur un plateau de télé, des ennemis, avec une qui disait une chose et l'autre qui disait l'autre, en disant la même chose quelque part, mais pas de la même manière. Et puis, je me disais, mais c'est pas possible, il y a des associations, il y a un mouvement, j'en entends parler. Je ne peux pas laisser les gens dire ou parler en notre nom de la violence qu'on vit à l'intérieur et de ce qui a pu se passer, du pourquoi on arrive à basculer à un moment. Je ne peux pas regarder mes enfants, mes 2 filles, puis me dire que demain, quelqu'un peut leur proposer de l'argent et les violer. C'était pas possible. Donc il y a un moment, il a fallu que je prenne position, il a fallu que je me décide à avancer. C'est pas toujours facile parce que les médias nous interdisent l'accès, parce qu'ils préfèrent une prostitution belle avec des beaux bas et des beaux talons aiguilles, c'est vrai. Moi j'arrivais avec mon jogging en disant stop, c'est extrêmement violent et c'est quand même des femmes qu'on agresse. Mais on y est arrivé. Aujourd'hui, je reçois énormément de coups de téléphone, beaucoup de témoignages. Beaucoup de femmes aujourd'hui sont là et j'en rencontre tous les jours, des femmes avec qui en fait, on ne s'est pas croisés dans nos lieux de prostitution, mais on a travaillé dans les mêmes travaillés. Je n'aime pas ce mot, mais je sais pratiquer, je ne sais pas. Dans les mêmes lieux, je vois que les choses bougent quand même parce que certaines parlent. Certaines veulent se ressortir, d'autres sont encore enfermées, et c'est à nous les survivantes de faire passer le message de la violence qu'on vit. Et le mouvement MeToo, là, quand j'en ai entendu parler, je me suis dit, mais nous en faisons partie. Et c'est ensemble qu'on pourra faire bouger les choses. Et ça, c'est important, et c'est pour ça que je remercie Ashley et toutes les femmes qui ont osé en parler, parce que ça a libéré énormément les paroles et ça peut-être changera le monde de demain et pour nos enfants surtout. Bravo.